Promis, la prochaine fois, il dégage. Mais enfin, bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle review des épisodes 9 et 10 de Higurashi Gu. Donc si vous avez bien suivi, la dernière fois on en avait terminé avec le tome 2, et du coup on est entré cette fois-ci dans le tome 3. J'avais pas mal d'appréhension comme je vous l'avais dit, alors la fin du tome 2 était relativement très correcte, mais le problème c'est que on commençait à voir un petit peu les limites du fait de se limiter à 4 épisodes par tome. Et on sent que ça veut continuer dans cette direction vu que ces deux épisodes-là mettent un petit peu tout en place pour en arriver au moment drame, au moment horreur, au moment ce que vous voulez, bref, la fin quoi. Alors je vais être très clair dès le début, ces deux épisodes sont vraiment bien. Ils sont pas moins bons que les précédents, ils sont pas meilleurs non plus, mais c'est peut-être justement ça le problème. Et si je commence un petit peu à râler là maintenant, et comme j'avais fait pour les épisodes 5 et 6, c'est pas parce que c'est plus à une norme de qualité acceptable, mais parce qu'il faudrait commencer à viser un peu plus haut justement. Bon, pour résumer ce qui se passe dans ces deux épisodes, on voit le rapprochement entre Keishi et Satoko, on donne plus d'importance au personnage de Satoko qui jusque-là était pas trop mis en avant, hein. D'ailleurs même je trouvais que c'était un petit peu gênant à ce niveau-là. De la même manière que Mion et que Rena, même si je les avais pas vraiment abordés, c'est que on leur a pas vraiment donné plus de poids dans les tomes précédents et du coup, voilà, tu sens que ça sort, enfin t'as l'impression que ça sort un peu de nulle part, c'est-à-dire qu'on essaie de te bourrer de l'affect sur ce personnage-là. Bon, c'est le but du tome évidemment, et vu que j'ai dit que c'était une version condensée, c'est pas plus mal, mais voilà, ça sort quand même un petit peu de nulle part. Et bref, du coup, après avoir abordé cette relation, on en arrive à l'oncle Teppei Hojo qui revient à Inamizawa et qui va foutre un petit peu le bordel. Comme je l'ai dit, ces deux épisodes sont très bien. On a une ambiance qui prend vraiment son temps pour se mettre. Cette fois-ci, on rush pas vraiment des scènes, sauf une, j'y reviendrai. Mais les deux épisodes prennent bien leur office vu que cette fois-ci, on voit la réaction de chaque personnage à la situation. On nous donne les infos au compte-gouttes, et d'ailleurs il y a une petite construction que j'ai trouvée assez sympathique. Alors elle était dans le VN de base évidemment, mais c'était pas fait de la même façon, c'était pas aussi important dans la narration. C'est le fait de commencer les affaires du club avec le repas du midi qui est... on mange ensemble quoi, et on se taquine sur le fait de faire la cuisine. Et on en arrive à la fin de l'épisode 9, au moment où Satoko pète un câble à ce repas justement, alors que tout a l'air d'être pas revenu à la normale, mais en tout cas dans une situation à peu près stable. C'est-à-dire que on s'inquiète peut-être pour rien, il se passe peut-être pas grand chose, mais en tout cas à ce moment-là, elle craque. On va revenir sur la scène où elle craque évidemment, mais voilà, je trouve la construction assez stylée, ça fait une boucle, c'est plutôt sympa. D'ailleurs j'ai trouvé que chaque perso était vraiment bien exploité pour le coup, on met pas exagérément Satoko en avant et Keishi qui s'intéresse qu'à elle. On a aussi les affaires avec quand il va demander à Mion et à Rena où est passé Satoshi, on voit la réaction des deux. D'ailleurs c'est assez marrant parce que, sans entrer dans le détail évidemment, Rena a une réaction vraiment très calme dans cette scène là, alors qu'on voit que ça la tiraille un peu, enfin on nous explique que c'est un sujet délicat, mais on la voit pas devenir complètement folle. C'est encore une fois un petit peu sous-exploitation du personnage de Rena, sauf si effectivement ça veut aller quelque part et ne pas autant montrer Rena comme une folle. Mion de son côté, elle fait mieux son office que d'habitude, j'ai trouvé, parce que je m'étais plaint dans la première partie avant l'épisode précédent que c'était pas vraiment un caractère qui correspondait à Mion et que elle était un peu trop en mode un petit peu en mode trop gênée, un petit peu en mode gourdasse. C'était assez gênant, mais là on retrouve un petit peu la Mion d'avant, celle qui s'amuse d'être la leader du club et qui est la leader implacable, mais que tu vois quand même qu'à chaque fois elle donne toute son énergie pour que les activités se passent au maximum de ce qu'elles peuvent. Mais c'est pas vraiment aidé par le fait que le club a pas mal été mis en retrait, même dans ces deux épisodes là. Et d'ailleurs j'en arrive à la partie, comme je l'appelais, la surintrigue, qui est avec Rika, qui cette fois-ci se comporte de manière un peu étrange, parce que tu la vois à plusieurs moments faire à la maîtresse ah ouais, et qu'est-ce que tu vas foutre, hein, même si je te dis ça, qu'est-ce que tu vas foutre, et qui regarde Satoko vers la fin, dans la scène dont on parlera plus tard, comme en mode je m'en bats les couilles. Ce qui est très surprenant quand on voit ce qu'il a dit. En fait, il y a une espèce de contradiction dans le comportement de Rika qui
appuie un peu ce qu'on avait mis en place dans les 2 tomes précédents. Et aussi, ma prière a été accordée, on a des réminiscences. Enfin! J'attendais que ça depuis la fin de l'épisode 4, on a des réminiscences. Merci, merci, merci. Putain, combien de fois j'attendais que au moins il y ait une scène qui insiste sur Keiichi qui se remémore des trucs, des trucs qui lui sont pas arrivés mais qui pourraient lui arriver, qui à la fois appuie là où l'intrigue pourrait partir cette fois-ci, mais pour changer du coup, parce que l'animé décide de changer les fins, mais en même temps, vas-y, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il a ce genre de réminiscence, alors qu'à ce moment-là il connaît même pas Teppei, alors qu'à ce moment-là il sait même pas que Rena est possiblement folle. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas grand-chose, ça peut pas ne pas être grand-chose comme j'ai dit, mais tous ces petits éléments mis bout à bout, même s'il y en a que, allez, un tous les 2 épisodes, ben à la fin ça permet de justifier le changement, le retournement d'intrigue, le fait de dire non, tout ce que tu as vu ne sert pas à rien, etc. Bon, je vais pas revenir là-dessus, de toute façon on aura matière à en parler quand les twists arriveront, et j'en ai déjà un peu parlé avant, sans trop spoiler, donc je m'appesantirai pas là-dessus pour cette fois. Bref, l'emphase sur Satoko se passe plutôt bien, on comprend qu'il y a un truc un petit peu particulier avec sa situation, et on commence à nous présenter son histoire. Son histoire qui est donc qu'elle a perdu ses parents dans la malédiction dont on nous parle depuis le début, qu'elle s'est fait adopter avec son frère par son oncle et sa tante qui sont de vrais fumiers, et que du coup elle était maltraitée, et que son frère a disparu, et que sa tante aussi. Ce qui l'a libérée d'une situation vraiment tendue, mais qui lui a laissé un grand vide en fait, parce que du coup elle a plus des problèmes de maltraitance, mais elle a perdu son frère. Du coup on se retrouve avec un personnage qui est sur une espèce de pente, c'est-à-dire que à la fois elle arrive à la remonter, vu qu'elle a perdu les troubles qui l'a dérangé, à savoir ses parents et son oncle et sa tante, mais elle glisse quand même un peu à chaque fois, à chaque pas qu'elle fait, entre guillemets, parce que elle a ce vide aussi de mon Totoche est perdu. D'ailleurs, il l'appelle ça dans l'épisode, c'est les traductions que j'ai vues sur Wakanim, mais bon. Enfin, en japonais, c'est Nini. Mais bon, pourquoi pas avoir repris Totoche au lieu de Sasa? Ça n'a aucun sens, mais enfin bon, pas grave. Et c'est pas mal parce que comme pour Mion dans les épisodes précédents qui prenait cette profondeur de héritière du clan qui a des responsabilités mais qui en même temps est sur une pente où elle peut pas faire tout ce qu'elle veut parce que ses responsabilités sont aussi dans un sens qui ne va pas avec ce qu'elle veut, et ben Satoko prend plus de profondeur ici aussi, et c'est vraiment une histoire très forte, c'est une histoire qui parle des problèmes que peuvent rencontrer certaines familles, de qui est la famille entre ceux qui prennent le plus soin de toi et ceux qui sont liés à toi par le sang. Ça introduit aussi la dimension un petit peu à la fois passive mais renfermée, je dirais, de Satoko. Ça introduit plein de choses. Et c'est une histoire qui de base est vraiment géniale. Et l'épisode arrive à bien nous le faire ressentir vu qu'on a ce cercle qui se crée autour de Satoko, ce cercle de bienveillance de ceux qui veulent que son bien, et puis que d'un coup t'as une perceuse qui arrive en plein milieu et qui défonce ce cercle, qui le fait voler en éclats, et que du coup tous les petits morceaux du cercle essaient de se regrouper pour essayer de le reformer, mais que ça marche pas parce que la situation est compliqué, qu'on peut pas briser un lien familial comme ça, que même si clairement l'oncle la maltraite, et clairement l'oncle est un enfoiré, on reviendra sur l'oncle un peu aussi parce qu'il y a des choses à dire, et ben ça marche pas, et on sombre peu à peu. Alors c'est pas encore trop ça surtout dans l'épisode 10 du coup, mais c'est pas encore trop ça, mais on voit que ça commence à former cette espèce de désespoir ambiant où les personnages individuellement ne savent pas quoi faire, et même en se regroupant, il y a rien qui marche. Et c'est une histoire très forte comme je l'ai dit, parce que déjà c'est une histoire qui fait très réelle, hein. Tu pourrais retrouver cette situation dans vraiment beaucoup de cas, mais aussi parce que c'est appuyé par des personnages qui jusque-là sont extrêmement joviales, sont carrément des personnages de cartoon, et bon,
l'animé nous l'a pas vraiment présenté assez fort, comme j'ai dit, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve des personnages qui sont vraiment très cartoonesques, vraiment très sur deux, qui ont la situation en main, et cette fois la situation bascule pas à cause d'un meurtre ou à cause d'un soupçon ou d'une affaire chelou, mais à cause d'une situation incisive, je dirais, qui est tellement rapide, qui est tellement violente et que tu peux tellement pas esquiver que les personnages perdent peu à peu espoir. Comme j'ai dit, ça soulève des problématiques du côté de Satoko déjà, mais aussi du côté du groupe, parce qu'on voit qu'ils sont tellement soudés que s'il y a juste un élément qui saute, plus rien n'est comme avant et on peut plus avancer. Sauf que là, on en arrive avec mon problème principal, comme je l'avais déjà dit. Cette situation, elle aurait été 1000 fois plus impactante si le club avait été un véritable élément central et qu'on avait appuyé encore plus cette perte d'équilibre de personnages qui sont vraiment au sommet de leur art, qui sont vraiment les masterminds du village, et qui d'un coup perdent pied avec la situation. Ça aurait été 10 fois plus violent. C'est comme pour le tome 2, comme j'avais dit. Et là, les épisodes ont beau être très corrects, ils ne passent pas à cette vitesse supérieure qui aurait été nécessaire. Et là, du coup, on entre dans le détail des épisodes, et je vais commencer, même si c'est pas dans l'ordre chronologique, je vais commencer tout de suite par la scène du match de baseball. Elle dure 4 secondes. Mais vraiment, c'est un gag. Keiichi qui croit que Satoko se fait agresser et qui du coup fonce avec sa batte de golf à l'eau. Alors oui, cette fois-ci, il prend une... Alors il me semble que le club de golf c'était aussi le truc qu'il arrivait avec dans la même scène du VN. Mais du coup, j'avais même pas fait le rapprochement avec l'épisode 4, du coup, qui se défend de Rena avec le club de golf. Enfin, voilà. Et la scène dure 4 secondes pour du gag. Alors que quand tu connais cette scène, encore une fois, c'est comme la scène du concours de dessert. Il y a tellement de choses qui se passent dans cette scène et qui donnent de la puissance aux personnages, dans le sens où ils deviennent des personnages de cartoon. Chacun a son rouage à apporter pour qu'à la fin, la victoire soit glorieuse et que même si c'est juste un match de baseball, il y a une victoire qui est tellement glorieuse que tu as l'impression qu'ils pourraient surmonter n'importe quelle situation, même celle qu'on a vue dans les tomes précédents, de par leur amitié et surtout de par leur personnalité qui sont vraiment hors du commun, avec Keiichi notamment, qui est le mastermind le plus important du groupe, où il va vers l'espèce de joueur de baseball. Parce que oui, on intègre un joueur de baseball, j'oublie tout le temps son nom, parce que c'est vrai qu'il revient après, plus tard, dans un autre tome, mais j'oublie son nom, c'est pas grave, qui est un joueur de baseball adverse qui est présenté comme étant méga balèze, que Satoko doit réussir un home run, sinon ils gagneront jamais le match parce que la situation est très serrée. Dans l'épisode, on nous présente même pas pourquoi Satoko joue le match de baseball. Ça n'a aucun sens. Elle est pas dans le club de golf, elle est pas dans le club de baseball. Elle est pour le club. Bon, alors certes, le coach, on nous le présente comme étant un petit peu le chef. Voilà, ils disent coach, mais voilà, c'est le chef qui est un petit peu comme Tomitake, un adulte qui fait à moitié partie du groupe, mais voilà. Mais on nous présente pas pourquoi elle joue au baseball. Alors que de base, la scène, c'est vraiment... Ils ont demandé à Satoko, ce qui nous amène à parler de Satoshi plus tard. Il y a cet adversaire ultra balèze qu'on doit affronter, mais que du coup Keiichi décide de mettre la main à la pâte, de l'attirer dans les toilettes. Je sais plus comment ils font, mais c'est pas grave. En tout cas, ça se joue aussi sur les compétences des autres filles du club, qui décident de l'attirer dans les toilettes pour que Keiichi lui retourne la tête en disant des trucs complètement débiles, en faisant des promesses électorales, en le faisant devenir son pote en quelques secondes, quoi. Et là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, c'est voilà, Satoko a mis un home run, gagné, on passe au barbecue. C'est pas pire que la scène du concours de dessert, parce que là, on n'a pas Keiichi qui se fait humilier sans pouvoir rien faire et qui est une grosse merde. Mais reste que c'est une grosse occasion manquée. Et que ça fait que l'histoire a moins de force. Je vais pas tout répéter, je vais pas faire une critique du VN non plus, mais voilà, c'est dommage, c'est une occasion manquée. Et surtout, je parle de ces scènes parce que même si l'animé décide de ne pas les faire, et c'est un choix d'adaptation, hein, après tout, s'ils veulent pas, ils veulent pas, mais que du coup, moi je vois les occasions manquées parce que ces scènes de base elles sont là, et que s'ils voulaient les exploiter, ils pourraient, mais ils le font pas, et du coup, ben, leur histoire a moins de poids. Et c'est un peu pareil dans l'épisode 10. Alors, l'épisode 9, j'en ai pas parlé, mais l'épisode 9 a une animation et une mise en scène très correcte. Voilà, on reprend pas mal de bonnes idées, notamment il y a Keiichi qui part en mode Seiya et qui fait la maîtrise de l'art de la cuisine, voilà. Ce qui est une chouette référence et qui marche bien dans le contexte. Mais
dans l'épisode 10, par contre, ça pêche un peu plus. Il y a des problèmes techniques, les personnages sont vraiment mal dessinés à certains moments, ça manque de frame à d'autres moments. Il y a une utilisation, comment dire, de la 3D qui est encore plus pas belle que d'habitude. Alors j'avais dit les véhicules en 3D sont vraiment pas beaux, mais là ça va, et on est en 2020 quand même. Alors je sais que la 3D c'est fait pour économiser, mais au moins, justement si c'est fait pour économiser, mettez un peu quand même d'effort dans la 3D. C'est pas parce que c'est fait pour économiser que forcément faut rendre ça dégueulasse. Du coup, pour revenir à l'épisode 9, comme je l'avais dit, toutes les scènes avec Satoko, rapprochement entre Satoko et Keiichi, sont très sympathiques. Il y a la scène où elle lui cuisine. Alors celle-là, c'est pas une scène qui change beaucoup, donc voilà, c'est une scène qui marche bien parce qu'en fait, comme j'ai dit, ça joue sur les éléments du quotidien qui sont mis en avant pour exploiter plus les relations entre les personnages, en mode je te prépare à manger, oh comme je faisais avec mon frère, je te mets des pièges dans la salle de bain, oh comme j'aurais bien aimé avoir une sœur comme toi. Voilà, ça appuie bien la relation entre les personnages. Ça dure pas extrêmement longtemps évidemment, hein. Quand on compare là ça dure à 17-18 minutes, alors que bon dans le VN c'est quand même une bonne 5-6 heures avant que ça parte en mode l'oncle est revenu, mais voilà, c'est pas le même média comme j'ai dit et c'est suffisamment impactant pour que ça marche bien. Après ça on a Shion qui passe en mode hey vous vous souvenez de moi, et qui fait juste un petit caméo en fait, hein, Alors on essaie de remettre un petit peu la relation entre elle et Satoko en mode je suis un peu sa grande sœur. Le truc c'est que je sais pas s'ils vont jouer là-dessus plus tard parce que c'est... Alors bon, c'était aussi un truc qu'on avait dans le tome 3 de base, mais c'est plus une mise en place pour les tomes suivants, donc je sais pas s'ils vont rejouer là-dessus. L'introduction d'Irie. Alors comme on l'a pas vu dans le tome 1 vu qu'il s'est passé ce qui s'est passé à l'épisode 4, eh ben c'est la première scène où il apparaît. Donc on nous le présente directement comme étant, je suis d'ailleurs même dans le tome 2 en fait, je suis en train de penser, oui la scène de dessert il était là, hein, voilà. Mais bref, du coup on nous le présente maintenant. La scène avec, oui je voudrais bien adopter Satoko, mais je peux pas trop parce que voilà, je suis célibataire, etc. Et son côté j'aime les soubrettes, pas vraiment super exploité, c'est surtout Shion qui le révèle ça, et il joue pas là-dessus pour en faire un gros délire. C'est un peu dommage, je sais pas si c'est pour enlever cette dimension comique à Irie, et plus en faire l'élément un petit peu sérieux, ce qui honnêtement n'est pas plus mal parce que on a tellement déjà de persos qui se veulent un peu comiques que dans le VN ils peuvent se permettre de mettre tous les persos comme étant des persos comiques à un moment donné parce que bah il y a beaucoup plus de temps. Là, le temps est un peu réduit, donc je comprends qu'on enlève cette caractéristique au perso qui n'est pas si importante que ça pour se concentrer plus sur le côté je ne veux pas faire pleurer Satoko. Et du coup après ça on passe direct à l'épisode 10 où Satoko est retenu prise en otage entre guillemets dans son ancienne maison par son oncle. Les informations arrivent au compte-gouttes, on a d'abord oui elle est absente, puis apparemment l'oncle est revenu, puis il y a Oshi qui arrive. D'ailleurs comme j'ai dit, la scène où Oshi malaxe l'épaule de Keiichi, l'animation est pas du tout insistante là-dessus, tu le vois juste faire et puis après il y a quelques plans où il enchaîne où il a l'air d'aller plutôt bien même si Yoshi continue de lui tenir l'épaule et ensuite il le lâche et il fait ah j'ai mal. Voilà, non c'est pas bien, il fallait... Voilà bon je sais que c'est pas des scènes méga importantes de ouf, il faut économiser un peu de budget mais quand même, au moins une petite animation où on voit bien le doigt s'enfoncer parce qu'il détaillait la technique dans un indice je crois qui était de malaxer en appuyant bien avec le pouce pour pas laisser de bleu visible. Mais bon, en tout cas, c'est Oshi qui a encore son importance dans le truc, mais qui cette fois est assez mis en retrait quand même, il apparaît juste dans cette scène là. Irie qui revient encore une fois avec son mode sérieux pour nous expliquer ce qui se passait avant. On voit une image de Satoshi et Satoko, ça aussi ça m'a... Alors, je sais que c'est une représentation un peu fantasmée de ce qu'a d'Irie de la situation, mais plus tard on nous dit ils peuvent pas intervenir parce qu'ils ont pas intervenu à l'époque parce qu'ils avaient pas de coups et blessures visibles. Alors, dans le VN, ça marche parce qu'il prend le parti de nous faire jouer sur l'imagination pour nous faire imaginer toutes les horreurs qu'endure Satoko, même s'il les détaille à certains moments mais il les montre jamais directement, ou alors juste une ou deux scènes, mais voilà, on nous laisse jouer sur l'imagination de elle vit ça constamment tout le temps, elle est dans une espèce d'enfer. Et
Là, bah, comme on nous le montre, mais qu'ils ont des traces de blessures apparentes et qu'ils nous disent ouais, ils sont pas intervenus à l'époque parce que machin. Voilà, c'est des détails de réalisation qui, je suis désolé, mais ça plombe un peu ton intrigue. Enfin bon. Mais bon, globalement, cet épisode, c'est surtout l'introduction de ça, parce que on voit jamais vraiment de détails sur ce que vit Satoko. Elle entre dans la maison de son oncle, on sait pas ce qui se passe dedans, pardon, et à la fin de l'épisode, elle pète un câble, et tu vois qu'elle est dans un état mental assez vénère. Mais on nous détaille pas ça tout de suite, c'est vraiment l'apéritif, voilà. Un apéritif qui marche plutôt bien, parce que je préfère ça au fait de tout de suite nous montrer les horreurs que vit Satoko, et nous balancer les cacahuètes à la gueule alors que tu peux les prendre une par une, quoi, tout simplement. J'aime bien le design de Teppei parce que bon, Teppei c'est un peu qui tout double, c'est-à-dire que son design de base est tellement déformé au niveau du corps que tu peux lui donner la morphologie que tu veux. Il y a des moments, enfin des adaptations où il est vraiment stock, où tu sens le mec gros carré, limite mafieux, t'as l'impression qu'il peut te péter la gueule en 3 secondes, alors que il y a des adaptations comme justement celle-là où il est un petit peu plus maigrichon, mais où il est plus en mode grande gueule, en mode quoi, tu veux quoi, connasse. Enfin bon. Et comme pour le traitement de Satoko, on nous montre pas encore le maximum, c'est-à-dire que Teppei, là il a juste l'air d'un gros con quoi, mais d'une semi-racaille, mais en tout cas il a pas ce côté vraiment psychopathe. C'est vraiment Teppei, c'est un malade dans sa tête, mais genre il se comporte comme un espèce de loupard, mais dans sa tête il est détraqué, pas possible ce gars. Comme j'ai dit, j'ai bien aimé les 2 épisodes parce que le précédent et celui-là aussi du coup mettent bien leur temps pour distribuer les informations, pour nous faire nous interroger un peu, pour que les personnages révèlent à chaque fois ce qu'ils en pensent. C'est-à-dire que t'as Mion qui essaye de se révolter un peu, mais qui sait déjà que la situation est compromise parce que putain elle a déjà essayé et que du coup ça marche pas bien. Il y a Rena qui est du côté de Keiichi, elle, parce que même si tu la vois un petit peu tendue par le cas Satoshi, c'est-à-dire que quand on évoque Satoshi ça la met un peu hargne, mais ou la malédiction en général, hein. Et là qui est plutôt du côté de Keiichi parce que voilà, il faut sauver Satoko, attends on peut pas la laisser comme ça, etc. Keiichi qui est révolté aussi, Rika qui est tantôt triste, qui a un mélange de tristesse et de je m'en foutisme qui du coup sont assez paradoxales comme j'ai déjà dit, et Satoko qui de son côté, tu la vois une fois arriver en classe, qui fait haha oui les amis, voilà, qui affiche une fausse joie qui est très révélatrice. Et de l'autre côté, après, tu la vois revenir en mode full joie pour faire cette scène où tout se chamboule, où elle, du coup, où elle pousse Keiichi, etc. L'animation est encore une fois pas exceptionnelle dans ce passage-là, hein. Bon, c'est toujours mieux que ça. Je suis désolé d'encore ressortir ce même, mais il me fait vraiment marrer à chaque fois. J'ai des animateurs qui ont été payés pour ça et qui se sont dit passe. Le coup de lui faire gerber ses tripes, c'est un truc qui était dans l'histoire de base aussi, et qui cette fois-ci est encore plus de beau parce qu'on le voit directement et qu'elle nous vomit à la gueule cette connasse. Mais c'est assez dégueulasse effectivement. Et tu la vois avec son regard ensuite en train de à moitié chialer, mais en même temps les yeux complètement terrifiés. Et horrifié de pitié, arrête, j'en peux plus, etc. Qui du coup nous introduisent ce qui va se passer dans les épisodes suivants. Alors, c'est là qui va être la partie amusante du jeu. C'est-à-dire que la dernière fois, j'avais pas pu trop spéculer parce que j'avais fait la vidéo en 2 parties de manière assez dégueulasse. Mais cette fois-ci, on est sur avant la fin, mais pas trop la fin quand même. Enfin, je vais essayer de spéculer un peu sur ce qui va se passer dans les épisodes suivants parce que ça va pas être la même fin, j'imagine. Après, je vous le dis, je m'en voudrais honnêtement pas si j'ai tort parce que c'est vraiment défini par ce que les scénaristes veulent que les personnages réagissent. C'est-à-dire que les personnages, globalement, peuvent faire à peu près n'importe quelle situation. Tu peux faire à peu près n'importe quelle situation qui a du sens par rapport à comment les personnages réagissent. Et les personnages ils peuvent réagir de 10 000 manières différentes. Mais, vu ce qu'on nous a montré dans ces épisodes-là, je partirais peut-être pour le fait que Satoko va mal finir. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un côté passif de les personnages ne peuvent rien faire, mais, et nous on n'a pas toutes les informations pour savoir à quel point Satoko est maltraité,
Et du coup, peut-être qu'ils vont jouer là-dessus pour nous dire que cette fois-ci, les personnages n'agissent pas à temps. Que Keiichi, comme il a eu ses réminiscences, du coup, à mon avis, il va pas le défoncer à coups de batte de baseball, hein, ça m'étonnerait fort. Mais voilà, alors soit quelqu'un d'autre va l'éclater à coups de batte de baseball, solution à exclure, ça reviendrait à peu près au même. Par contre, le fait de montrer Keiichi qui essaierait de se perdre dans des solutions pacifiques qui ne marchent pas, et qu'à la fin Satoko se fasse ce que le VM suggère qu'est ce que va c'est qu'elle se le fasse si les persos font rien. Je spoil pas, j'essaye de pas spoiler. Je pense ça parce que on voit pas Reka être spécialement prompte à faire quelque chose. On voit pas, parce que vraiment les décisions qu'elle prend c'est full passif pour le coup. On voit pas Rena être spécialement active, vu que même si elle a fait ses yeux dans l'ombre à un moment donné quand on a parlé de Satoshi, elle est pas spécialement en mode full psycho, elle est juste un peu énervée. Mion a pas l'air non plus d'être parti. Transition nuit pour la fin de la vidéo. Je galère. Pour moi, il y a deux possibilités, du coup, je disais. Soit Satoko va subir ce qui lui arrive, et donc il va lui arriver ce qui lui arrive, enfin ce que le VN suggère qu'il lui arrive si on n'intervient pas. Soit le fameux SH, voilà, no spoil pour ceux qui connaissent ou vous voyez de quoi je parle. Ça couplé au fait qu'elle est aidée par personne, elle a plus son frère, elle est toute seule face à Teppei et Keiichi ne vient pas l'aider, peut-être que c'est elle qui va vouloir se libérer toute seule au bout d'un moment. Parce que, il y a une raison pour laquelle Satoko ne cherche pas à fuguer ou à s'enfuir ou à se libérer de l'emprise de Teppei, qui est expliqué plus tard. Mais du coup, peut-être que même ça va pas suffire comme motivation et que du coup, elle va craquer. Parce que comme je l'ai dit, les scénaristes, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent en fonction de qui va réagir à quoi et comment. Parce que là, on est très très ancré dans les bases du tome 3. Là, ceux qui me sortent que c'est une suite alternative, oui, dans le sens où la fin est alternative, mais c'est pas une suite de l'anime à proprement parler, parce que c'est les mêmes situations. Clairement, on assume que c'est un reboot. C'est pas parce qu'il n'y a pas les mêmes fins et qu'il y a des indices qui feraient des liens avec Umineko. Bon, ça j'en parle pas parce que j'ai pas lu Umineko encore, et surtout parce que j'ai pas, du coup je peux pas bien voir les liens, et de toute façon m'intéresse pas vraiment, à part si ça part vraiment en crossover, mais pour le moment il n'y a rien qui le laisse supposer. Pour moi on est vraiment en phase d'un reboot. Alors peut-être qu'il y a des infos qui sont tombées, je suis pas au courant, mais dans ce cas là on verra au moment venu, parce que j'aime pas regarder les bandes annonces. Mais enfin voilà, du coup j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Comme j'ai dit, c'est de bons épisodes. Ce sont de bons épisodes. C'est des épisodes qui sont au moins aussi bien que les précédents. C'est même des épisodes qui sont largement supérieurs aux épisodes 5 et 6. Par contre, là où j'ai du mal, c'est que si c'est aussi bon, c'est pas meilleur. Il aurait fallu que ce soit meilleur, il aurait fallu que ça prenne plus, enfin que ça aille plus loin dans la mise en scène, que comme j'ai dit, ils reprennent des scènes iconiques ou alors qu'ils en inventent carrément. Parce que là j'ai parlé du match de baseball comme une occasion manquée, mais en vrai, pour n'importe quel scénariste, quand tu fais pas un truc, quand tu l'imagines pas, c'est une occasion manquée. Et là, des occasions manquées de donner du punch à certaines séquences, il y en a quand même pas mal. Les séquences les plus importantes sont réussies, mais c'est pas pour ça qu'il faut négliger le reste, quoi. Après, pour le coup, ça n'empêchera pas de kiffer les épisodes suivants, surtout s'ils font des références au tome 3, qui, comme j'ai dit, est mon tome préféré. Mais pour le moment, on n'est pas sur le chef-d'œuvre que j'ai espéré. On n'est vraiment pas sur le chef-d'œuvre que j'espérais. À mon avis, ouais, SNK saison 4 va dépasser ça. Ça me désole. Enfin, ça me désole pas tant que ça, parce qu'après tout, comme j'ai dit, ça reste un bon animé. Ça reste correct, il y a des liens entre les... Enfin, c'est une bonne adaptation. Les épisodes en eux-mêmes sont très corrects, il y en a certains qui souffrent un peu de certains défauts, mais c'est pas grave. Voilà. Et puis si ça se trouve, les épisodes suivants vont complètement me faire fermer ma bouche. Il y a cette possibilité aussi. Voilà, du coup, c'est tout pour cette review des épisodes 9 et 10. J'espère que ça vous aura plu. Ciao!